Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc ou les Beatles, la liste est encore longue. Toutes ces stars sont passées devant l'objectif de notre invité. Il publie une somme pharaonique avec ses plus belles photos et certaines même inédites et s'interroge sur la persistance de l'esprit des années 60. Bonsoir Jean-Marie Perrier. Bonsoir. On ne vous présente plus, vous êtes le photographe des générations yéyé. Vous sortez un album photo magnifique qui s'intitule sobrement 1960-1970. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Marie Perrier, quand on a autant d'archives que vous, pour faire une sélection dans cet album? Eh bien, on passe par Instagram. C'est ça que j'ai fait, oui. Parce que Stabo est un truc de jeune, mais en réalité, c'est un formidable outil de sondage. Parce que vous savez, quand je fais des livres ou des émissions ou des expositions, c'est pas pour montrer mon immense talent, c'est pour faire plaisir aux gens, puisque c'est leur jeunesse. Alors comment vous avez utilisé Instagram? Je mets une photo par jour avec un texte. Ouais. S'il y en a 500 qui l'aiment, très bien, je la garde pour moi. Et s'il y en a 5000, je la mets dans le livre. Très bien. Et c'est comme ça que vous avez fait ce choix. Absolument. Le romancier Patrick Modiano a préfacé votre livre. Oui. Il écrit « Les années 60 n'existent plus, je le sais, je les ai vécues ». Il a raison de dire ça, vous vous dites carrément « la fête est finie ». Oui, c'est d'ailleurs, il y a Robin Williams aussi, l'acteur américain, qui disait ça. Il disait si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. Ah. Oui, parce que ça allait très vite, puis il y avait des fumées, tout ça. Bon, vous êtes nostalgique de cette époque? Évidemment. Non, attendez, tous les mecs de mon âge qui vous disent qu'ils ne sont pas nostalgiques, c'est des menteurs. Hein, le côté moi je ne regarde pas en arrière, seul aujourd'hui compte moi je trouve qu'aujourd'hui je me marque quand même beaucoup moins qu'à 25 ans hein, et l'avenir me semble un peu court. Donc si vous voulez, oui, j'ai la nostalgie de cette période. Qu'est-ce qui était si magique à vos yeux? D'abord j'étais jeune et beau et ensuite de ça je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait absolument aucun problème pour photographier tous ces jeunes gens qui étaient jeunes et beaux. Et il n'y avait personne entre eux et moi, parce qu'on avait tous le même âge. C'était une histoire de gamin, tout ça. Alors que quand je vois aujourd'hui la moindre photographie, vous voyez, il faut que ce soit prévu. Il faut me retoucher là. Il y a des mecs autour partout, des conseilleurs. Bon, ça n'a plus aucun intérêt. À l'époque, c'était en prise directe. Il faut dire à n'importe qui, McCartney, qu'est-ce que tu fous la semaine prochaine? Il faudrait que je fasse 8 pages. T'as qu'à venir jeudi. Ça se passait vraiment comme ça. 1962, une année clé pour vous. Vous rejoignez l'aventure Salut les copains. Vous racontez que le fondateur du magazine vous donne une seule consigne. Voilà ce qu'il vous dit. Tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents. C'est une idée formidable pour quelqu'un qui fait un journal pour les adolescents. Et alors là, évidemment, par exemple, la photo de Johnny Hallyday, quand il était à l'armée, je le mets devant le drapeau français en militaire, on est sous De Gaulle. Hein, on la voit, la photo. On est sous De Gaulle. Hein. Là, que ça rigole pas, je peux vous dire, ça a été un scandale, alors que bon... Un Belge devant un drapeau français. Oui, mais vous pouvez pas savoir ce que autant d'ailleurs les adultes que les journalistes, que les parents, tout le monde a dit du mal de ces jeunes gens qui voulaient simplement faire danser et chanter, c'est tout. En 66, vous réalisez une photo qui va devenir culte. Hein. On la surnomme d'ailleurs la photo du siècle. Voilà, on la voit à l'écran. Elle regroupe toutes les vedettes yéyé de l'époque. Il y a tout le monde. Oui, mais ça a été très facile. En fait, ça a pris 3 semaines. Hein. On les a appelés, on leur a dit tel jour que ça. Bon, voilà, ils sont arrivés. Et puis, au dernier moment, j'avais laissé cette petite échelle derrière parce qu'en fait, je voulais que Johnny soit un peu plus haut que les autres. Et on voit effectivement en haut à droite de la photo que Johnny est effectivement un peu plus haut que les autres. Oui, parce que, vous savez, tout ça a commencé par lui et grâce à lui. Donc, je voulais qu'il soit au-dessus. Et je ne me suis pas trompé puisqu'il a été au-dessus toute sa vie. Ça a été plus simple que ça ne le serait aujourd'hui d'organiser une telle photo? Un très grand journal français m'a demandé de faire la même... Qui ça, pour ne pas le citer? Paris Match m'avait demandé en 2004 de faire la même photographie, mais avec les gens actuels. Nous, ça a pris 3 semaines.Eux, ça a pris 7 mois. Et encore, il n'y avait pas tout le monde. Vous avez été très proche de Johnny, vous le disiez, Jean-Marie Perrier. Plus de 50 ans d'amitié. Il a une très grande place, d'ailleurs, dans votre album. Absolument, lui et Sylvie Vartan. Parce qu'en fait, pour moi, c'est indissociable. Puisque ces mômes-là, qui à eux deux représentaient tous les jeunes Français pendant un moment, alors que c'était 2 émigrés, d'ailleurs, je vous signale. Et qu'en plus, ils s'aiment, et en plus, ils se marient. Et quand ils se marient, ils me prennent pour témoin, c'est quand même très gentil. Mais en plus de ça, ils partent en voyage de noces et ils m'emmènent avec eux. Bon, vous voyez, c'est ce genre de rapport que je vois difficilement aujourd'hui avec Mylène Farmer et son mari. Est-ce que Johnny était le même devant l'objectif et à côté, derrière? Est-ce qu'il jouait un rôle en mode James Dean ou est-ce que c'était Non, mais il jouait tout le temps. En fait, c'était un acteur. D'ailleurs, c'était ça qu'il voulait faire au départ. Et en réalité, je l'ai vu changer plusieurs fois par jour de rôle.
en fonction de la personne qui est en face. Son boulot, à lui, c'était de vous en mettre plein la vue sur scène. Donc, il était sur scène tout le temps, il n'existait que s'il était en face de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Alors, quand il y en a 100 000, bien sûr, évidemment, c'est plus facile. Mais c'était ça son rôle. C'était d'être celui que vous voulez qu'il soit. Et je l'ai vu changer de rôle tout le temps, comme ça, dans la même journée. Ça le faisait marrer, ça. Vous parlez de cette grande, et on la sent, cette grande proximité que vous aviez à l'époque avec ces vedettes. Et vous dites que c'est une question de confiance, finalement. Comment est-ce qu'on l'acquiert, cette confiance? Comment vous l'avez obtenue? Mais non, mais d'abord, n'oubliez pas que c'était le seul journal, au début, quand on a commencé en 62, c'est le seul journal en Europe du genre. Oui. Donc, les Beatles, la première fois, ça semble insensé à dire, mais c'est leur manager veut qu'ils soient dans ce journal. Et pas ailleurs. Et non pas le contraire. Bon, si vous voulez, c'est étonnant. Mais à l'époque, pour moi, c'est pas les Beatles avec un grand B, c'est juste un groupe de mecs qui font de la musique sympa. Vous racontez d'ailleurs une anecdote sur eux, hein, notamment une anecdote assez inattendue. Vous dites qu'ils vivaient totalement à l'envers. Ah oui, ça c'était formidable. D'ailleurs, pratiquement tous. Mais moi, je l'ai vécu vraiment avec eux dans une tournée. Ils se levaient à 7 h du soir. Ensuite, ils prenaient le petit déjeuner. Ils allaient travailler sur scène. À 2 h du matin, il y avait un déjeuner. Ensuite, ils visitaient la ville, on leur ouvrait des cathédrales ou des boîtes de nuit. Et puis après, ils allaient se coucher finalement assez tôt, à 10 h. Vous avez une anecdote aussi sur Mick Jagger qui montre cette proximité que vous aviez avec les artistes. En plus, alors lui, Mick, il m'a beaucoup aidé parce que c'est lui qui m'a permis de rentrer dans l'histoire du groupe, ce qui n'est pas simple au départ quand même. Bon, là, j'ai pu les suivre pendant 10 ans grâce à lui. Mais pendant 10 ans. Le jour où je fais cette photo-là, lui, il ne sait pas que ça va être ça, cette photo. Moi non plus. Non, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je vais faire des photos, mais je ne sais pas ce que j'en ferai. Tu peux venir une après-midi. Il est venu avec une grande troupe, avec des fringues et tout. Il a posé. Il ne savait absolument pas, quand je faisais la photo, et moi non plus, ce que ça allait donner. Il finirait assis sur une glace à la fraise. J'en savais rien. Mais attendez, c'est en 72. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de moi du tout. Lui, en 72, c'est la plus grande star du monde. Vous voyez? Donc, il a fait ça vraiment par plaisir et gentillesse. Ce qui est très marquant dans votre livre, Jean-Marie Perrier, c'est la place de l'Amérique également, notamment cette place qu'elle occupe dans la vie ou dans l'imaginaire des artistes. On était tous des rêveurs d'Amérique, forcément. Et alors, vous racontez une anecdote à dormir debout. C'est Eddie Mitchell qui passe ses vacances. On est en France, dans un petit village provençal, à se déguiser en cow-boy. Oui, mais Eddie Mitchell est un personnage très intéressant parce que c'est la seule personne au monde que j'ai rencontrée qui soit passée dans une vie du premier degré au second. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un type avec beaucoup de recul, d'humour, de cynisme, voire... À l'époque, c'est vrai que je suis allé retrouver dans un endroit où il passait ses vacances, dans un village où il y avait des Français moyens qui étaient habillés en cow-boy, qui faisaient semblant de se battre avec leur femme en indienne, qui disaient aux gosses « Laisse papa jouer tranquille ». C'était comme ça. Bon, et c'était un tel rêveur d'Amérique que j'ai dit au journal « Mais attendez, il faut l'emmener là-bas. C'est pas possible ». Et on a fait notre premier voyage là-bas. Et il était déçu, vous pouvez pas savoir. Ah, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il serait au pays de John Ford. Et voilà, il voyait La réalité. La réalité, des bonnes femmes peroxydées avec des Kodabox devant des Indiens avec des faux slips et tout, c'était affreux. Alors on parle d'Amérique, justement, 2 rencontres qui vous ont marqué, l'une avec Chuck Berry et l'autre avec James Brown. Vous avez suivi ces 2 immenses artistes en tournée et vous avez constaté à chaque fois leur soif de revanche, on pourrait dire. Il ne faut pas oublier que ça se passe en 65 et 66. Oui. À l'époque, les Noirs, ils sont à l'arrière du bus. Oui. Donc eux, ils arrivaient tout à coup, en haut de l'affiche, tout à coup. Donc oui, ils avaient une revanche à prendre. C'est normal. Et bon, James Brown, c'était absolument extraordinaire, parce qu'il était le roi. Hein. Il était absolument le roi de la musique. Et être un roi noir en couverture de Life à l'époque, quand même, il faut le faire. Et il faisait l'aller-retour entre chez lui et ses concerts. Alors, il faisait tous les jours, toute l'Amérique. Oui, il faisait tous les jours l'aller-retour du Connecticut, enfin de Long Island, à la tournée qui était à demi-kilomètre, parce que tous les matins, il y avait un type qui lui tirait sur les cheveux avec de la graisse d'oie pour que ses cheveux soient raides comme ceux des Blancs. Donc, comme le type... Je lui dis, mais pourquoi tu ne prends pas une chambre d'hôtel? Ah non, c'est pas possible, parce que le type, il ne veut pas voyager. Donc, tous les jours, il faisait aller-retour. Voilà la vie des stars. Vous aimez à jamais les 60s, Jean-Marie Perrier. On le voit là, évidemment, ça transpire de votre livre. C'est une déclaration d'amour. Mais vous dites aussi, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte sur les années 60. Est-ce que c'est une façon de tordre le cou aussi aux idées reçues, de dire, non, tout n'était pas non plus permis dans ces années-là. Si vous aviez été une femme à cette époque, vous auriez vu que ce n'était pas idéal pour tout le monde. Alors le côté « c'était mieux avant », non, c'était pas mieux avant, c'était mieux avant pour moi. Oui. C'est ça, parce que vous avez commencé l'émission en disant « si, c'était mieux avant quand même ». Pour moi, parce que je me marrais plus à 25 ans qu'à 80. Ouais. Mais pour les autres, non, il y avait plein de gens dans le pétrin, comme en ce moment. Hein, et ça transpire vos photos également?
C'est quelque chose, c'est un travail sur lequel vous avez eu envie d'aller aussi? Tout ce côté moins optimiste? Non, mais moi, de toute façon, je ne montrais pas la réalité. Moi, ce que je voulais, c'est faire rêver, parce que c'était fait pour être sur les murs des chambrettes des adolescents. Donc, c'était fait pour les faire rêver. Donc, quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Françoise Hardy, qui est la beauté même, qui ne s'aime pas, en plus, elle n'aime pas son visage, et vous pouvez la mettre partout sur les murs, comme ça, c'est extraordinaire. Et ben, vous avez réussi à nous faire rêver, évidemment. Jean-Marie Perrier, merci. Avec cet album 1960-1970, c'est aux éditions Loin de Paris. Je vous remercie. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.